Voilà, nous allons déjà débuter avec les personnes qui sont là. Est-ce que tout le monde peut bien me rassurer il m'entend bien? Pas de problème. Brice, Pas de Oui, problème, bonjour. Eric, bonjour. Willy et Dom Dom, vous m'entendez bien? Vous pouvez défaire votre micro? Dom Dom, pour voir si vous m'entendez bien, pour être sûr. Vous m'entendez bien? La communication est bonne? là je vous entends, oui. D'accord, parfait. Donc, on va commencer. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire pour lever la main au moment même. On ne doit pas attendre spécialement qu'il y ait, voilà, qu'il n'y a pas un temps de questions. Donc, la conférence d'aujourd'hui a pour thème évacuation des gaz brûlés et conduite de gaz. Je me présente Sébastien Falmagne de la société Bellor. Bellor est un organisme de contrôle, donc de conformité gaz, entre autres. Et donc, c'est en tant qu'expert dans le domaine de la réglementation pour les évacuations des gaz brûlés et des conduites de gaz que je vais vous parler ce soir. Alors, hop là, voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler très rapidement de la réglementation pour les sorties de gaz brûlés. Donc, vous parlez un petit peu de la norme pour que vous voyez un petit peu dans quoi on est. Et puis, le plus gros point va être la maison en perspective. Donc, c'est pour vous montrer sur quelle base on peut avoir des règles de sortie pour les gaz brûlés. Et je vais essayer de déjà pouvoir aller vers les cas de figure les plus courants et contraignants. Et à ce moment-là, si vous avez une question particulière par rapport à votre cas particulier, ben, je peux toujours y répondre. Et après, on verra pour les conduites de gaz. Je me suis centralisé sur la réglementation concernant une conduite PLT. C'est souvent ce qui est donné par Brandbox. Ce sont donc les conduites jaunes qui sont plus facilement pliables. Et donc, c'est celle dont je vais vous parler. Mais si vous avez des questions sur l'acier ou sur le cuivre, je peux aussi y répondre. Et enfin, donc, un dernier point, contact au sein de Bellor. Voilà. Donc, pour commencer, au niveau de la réglementation, il faut savoir que la réglementation est pour le moment beaucoup en mouvement, change énormément. Il y a des versions qui ont été annulées et autres. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la norme qui est utilisée pour les sorties de chaudière, c'est la 61002 de 2021, qui est toute nouvelle et qui a comme but important au niveau, c'est d'avoir annulé les facteurs de dilution. Donc, pour vous, c'est plus si certaines personnes vous parlent de calcul pour sortir les gaz brûlés, ce n'est plus vraiment d'actualité pour le moment. Pour le moment, ce qui est d'actualité qu'il faut utiliser, c'est le petit schéma que l'on voit ici. Petit schéma, si vous le souhaitez, qu'on pourra vous faire parvenir. Et donc, dans ce schéma, on peut voir tous les types de sorties qui sont acceptés de manière réglementaire et au niveau des distances. C'est souvent ces questions-là qui reviennent. À quelle distance je peux faire sortir ma chaudière de type C, donc étanche à ventouse? Alors, les points qui posent souvent souci, ça peut être les sorties par rapport aux limites de mitoyenneté. D'accord? Donc, c'est les zones grises qu'on voit ici. Alors, pour les limites de mitoyenneté, il faut savoir qu'il y a deux distances qui doivent être respectées, qui sont de 1 mètre ou de 2 mètres. La distance est de 1 mètre si vous sortez en parallèle à la limite de mitoyenneté, comme vous pouvez le voir ici dans le cas 12. Et donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que votre sortie doit se trouver à 1 mètre. Et alors, quand on parle de limite de mitoyenneté, c'est la limite d'un point de vue terrain, donc pas d'un point de vue construction. Donc, si malheureusement votre maison donne vers enfin pas malheureusement, mais si votre maison donne vers un champ, ben, il faut avoir ces 1 mètre par rapport au début du champ, même si la personne a construit sa maison 3 mètres plus loin. D'accord? Et un autre type de sortie par rapport aux limites de mitoyenneté, c'est celle-ci, où vous êtes vraiment en direct, en perpendiculaire par rapport à cette sortie. Et là, vous voyez que vous devez être supérieur à 2 mètres. Et quand on dit 2 mètres, c'est 2 mètres à partir de la sortie, donc pas par rapport à votre mur, mais par rapport à la sortie effective de votre chaudière. Donc, si vous avez 2 mètres entre votre façade et la limite de mitoyenneté, vous serez trop juste. Et alors, il faudra voir pour une autre possibilité de sortie, sans doute jusqu'en toiture, par l'extérieur ou par l'intérieur. Alors,
un cas qu'on retrouve aussi régulièrement, c'est le cas ici où vous avez une sortie qui se trouve au-dessus d'une fenêtre ou d'un Velux. Non, pardon, c'est ici. Une sortie qui se trouve en dessous d'un Velux ou en dessous d'une fenêtre. Et on nous demande souvent quelle est la distance à devoir respecter. Cette distance, si vous voulez, il faut normalement prendre la longueur directe entre votre fenêtre et votre sortie et la différence de hauteur. Et la réglementation demande que L plus delta H soit supérieur à 4 mètres. Donc, ça veut dire que si vous êtes en direct sur une façade, il faut que votre fenêtre soit à 4 mètres de la sortie. Si vous êtes avec un Velux, ça permet d'avoir des distances qui seront moindres que 4 mètres. Et donc, si votre sortie de chaudière est en dessous d'une fenêtre, il faut que la fenêtre soit à plus de 4 mètres ou à 4 mètres minimum de votre sortie. Voilà. Ce sont les cas les plus courants que l'on retrouve au niveau des questions. Il y en a d'autres aussi comme cas qui sont ceux-ci, où vous avez la sortie de chaudière qui se situe au même niveau qu'une fenêtre. Donc, il n'y a aucune fenêtre qui est au-dessus, mais les fenêtres sont situées sur le côté par rapport à la sortie. La sortie se trouve au niveau de mon point rouge, ici. Là, les distances à respecter, généralement, c'est 50 cm entre votre sortie et la fenêtre, si vous sortez au même niveau que votre fenêtre. Donc, quand vous êtes en façade et que vous sortez au niveau de votre chaudière, votre sortie chaudière, si elle est au même niveau que votre porte ou qu'une fenêtre, il faut qu'elle se trouve à 50 cm minimum. Et ces 50 cm peuvent aussi se reporter sur toutes les fenêtres qui seront au-dessus. Vous voyez qu'on prend une ligne située à l'endroit où est sorti vos gaz brûlés, et 50 cm de part et d'autre est une zone où il ne peut pas y avoir d'ouverture. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour le moment, ce que je vous dis par rapport aux sorties de chaudière? Oui, pas de problème. Oui, Oui? oui. OK. Donc, je ne sais pas si ça couvre certains des cas que vous avez, ou si vous avez un cas plus particulier. Pour moi, pas de souci. D'accord. Donc, pour vous tous, voilà. Après, ici, je vous ai dit ce qui était le plus courant, voilà, au niveau des sorties. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut respecter. Après, c'est un peu au cas par cas, mais avec ce que je vous ai donné là, vous voyez qu'on a quand même au niveau des distances un autre point aussi. Si vous avez une sortie par rapport à un mur, comme vous voyez ici au niveau du point 3 ou 9, ben vous devez toujours être à au moins 50 cm de votre mur. Et si ce mur contient une fenêtre, vous voyez que vous devez être à 2,50 m. Ça peut être votre cas de figure aussi, qui peut être contraignant. Donc voilà. Voilà, toujours 2,50 m, 2 mètres. Donc ça reste dans le même ordre d'idée au niveau des distances. Après, ici, j'avais mis dans le slide pour au cas où il y avait des questions un peu plus particulières en dessous d'un balcon ou avec des angles particuliers. Si aucun d'entre vous n'a de demande particulière par rapport à cela, je vais passer. Sachez que si vous le désirez, vous pouvez faire la demande à BrainBox. Les documents qui se trouvent ici, si vous voulez prendre le temps de les analyser vous-même, on peut vous les fournir via BrainBox. Il n'y a pas de problème. Alors, par rapport du coup à la réglementation concernant une conduite PLT. Donc, le PLT, c'est une conduite de gaz qui a besoin d'une protection mécanique supplémentaire si vous voulez les encastrer dans les murs ou sous chape. Donc, ils peuvent être encastrés, il n'y a pas de problème, mais il faut une protection mécanique via un profilé de minimum 2 cm d'épaisseur. Cette réglementation-là, d'avoir la protection mécanique, c'est valable aussi si vous voulez utiliser du cuivre. Les canalisations en cuivre qui seront encastrées dans le mur ou sous chape devront elles aussi être protégées via un profilé mécanique.
Si maintenant vous voulez encastrer, vous voulez mettre donc votre PLT, vous êtes extérieur et hors sol, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas enterré. À ce moment-là, vous devez rajouter une protection mécanique juste à une hauteur de 2 mètres au-dessus du sol. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de 2 mètres, il faut rajouter une protection mécanique pour éviter tout risque d'encastrement, de perforation et d'atteinte aux tuyaux. Car en fait, ce sont des tuyaux qui sont assez facilement cassables ou qui peuvent plus facilement être troués. Et donc, ils ont besoin de protection mécanique supplémentaire. Alors, ce que vous retrouvez ici au niveau du tableau, ce sont les distances maximales à devoir garder entre les différents supports, au niveau des supports pour le tuyau. Donc, le tuyau PLT, quand il est mis sur le mur, par exemple, doit avoir des attaches. D'accord? Eh bien, quelles sont ces distances entre les différentes attaches? Alors, la plupart du temps, on est avec du DN20 ou du DN28 et on a du DN32. Donc, vous voyez que la plupart du temps, on va se retrouver avec des distances de 1,50 m. Donc, pour tous les types de PLT que vous allez utiliser et retrouver dans une habitation, on va se retrouver avec des distances qui vont être d'environ 1,50 m entre chaque attache. Alors, l'intérêt du PLT, c'est évidemment qu'on peut le plier. Et donc, ça peut permettre de pouvoir passer à différents endroits sans devoir faire des coudes, comme on peut avoir avec des tuyaux en acier ou en cuivre qui vont demander d'avoir des coudes filetés ou d'avoir des canalisations qui seraient serties ou des raccords qui seraient sertis. Un autre avantage du PLT, c'est qu'il y a moins de raccords. Donc, le PLT, la plupart du temps, on va essayer que vous ayez un PLT qui sera en un seul tenant. Ou s'il y a des obligations d'avoir des vannes d'arrêt à certains endroits, en tout cas, ça limite le nombre de raccords. Mais ces courbes, le PLT ne peut être plié qu'un nombre limité de fois. Donc, on ne peut pas s'amuser à prendre un morceau de PLT et à le plier, le redéplier, le plier, le redéplier et autres. Il y a un nombre limité, sinon après, vous risquez de le casser. Alors, un type de tuyau PLT ne constitue pas une alternative à un flexible pour le raccordement d'appareils gaz. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez, par exemple, raccorder une chaudière, derrière une chaudière, vous allez devoir mettre des tuyaux en flexible métallique. Parce que la chaudière peut être un appareil qui va être bougé plus régulièrement. Dans ce cas-là, on ne peut pas mettre de tuyau PLT. Et donc, c'est pour ça qu'un tuyau PLT ne peut pas être installé en aval d'un robinet d'un appareil gaz. Donc, en fait, lorsque vous arrivez au niveau du robinet de l'appareil gaz, vous pouvez avoir du PLT en amont, mais il est interdit de raccorder directement votre appareil gaz via un PLT. Alors, pour les fixations et supports d'un kit de tuyau PLT, le kit de tuyau PLT, placé ou non dans un fourreau séparé étanche, est soutenu soit par des colliers métalliques ou par un chemin de câble, échelle à câble ou goulotte adapté au poids au rayon de courbure du tuyau PLT. Donc, le tuyau PLT, l'idée, c'est que les attaches doivent être résistantes au feu. L'idée, c'est que si maintenant il y a un incendie qui se déclare, les attaches ne se mettent pas à fondre et qu'alors vous ayez vos canalisations qui pourraient tomber et provoquer des fuites qui pourraient être catastrophiques en cas d'incendie, car on pourrait avoir une explosion. Donc, tous les raccords, toutes les fixations devront être résistants au feu. C'est pour ça qu'on vous parle de collier métallique ou de chemin de câble métallique. Les tuyaux PLT placés sur des chemins de câble, échelle à câble, ou goulottes sont fixés à l'aide de colliers ou de bandes en matière synthétique, mais qui seront, à ce moment-là, c'est moins important que ce soit résistant au feu, puisque c'est votre chemin de câble qui fait la sécurité et la fixation. Alors, une distance minimale, donc les tuyaux PLT peuvent former des nappes sans observer d'écart entre eux. Donc, vous pouvez mettre, si dans votre installation, vous avez plusieurs tuyaux PLT, vous pouvez les mettre les uns à côté des autres, les uns sur les autres. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de distance à respecter.
Par contre, une distance minimale de 4 cm entre le tuyau PLT et chaque autre tuyau, câble ou installation doit être prévue. Ça veut dire que le tuyau PLT ne peut pas être accolé à des tuyaux électriques ou des tuyaux d'eau, par exemple. Il faut une certaine distance entre ce tuyau PLT qui est de 4 cm et les autres types d'installations. Alors, consigne de montage et d'installation d'un kit de tuyaux PLT. Alors, donc pour les installations avec des kits de tuyaux PLT, il faut strictement suivre les instructions du manuel PLT. Donc, BrainBox, ou si vous l'achetez via BrainBox, va vous fournir un kit de tuyaux PLT. Mais donc, avec ce kit, vous allez avoir un manuel d'instructions et surtout, vous allez avoir toutes les spécificités du fabricant. Il est très important de suivre ce manuel et de suivre les instructions spécifiques du fabricant. Donc, si maintenant il vous manque une attache, il sera important de pouvoir vous assurer que l'attache que vous allez prendre sera du même fabricant de PLT. Si vous prenez du matériel PLT venant de différents fabricants différents, d'abord, ce n'est pas permis, ce n'est pas conforme, et en plus, vous avez de très gros risques d'avoir des fuites. Il faut savoir qu'avec les tuyaux PLT, vous avez moins de raccords, donc il y a moins de risques de fuite, et la plupart des raccords sont accessibles. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en cas de fuite, on peut plus facilement agir. Et il faut que vous fassiez très attention par rapport à ce raccord, parce qu'ils sont très souvent cause de fuite. Si on ne respecte pas complètement l'instruction, si on ne serre pas suffisamment ou qu'on serre trop. Donc, ce sont des raccords très sensibles. Et on a très régulièrement, quand on fait des contrôles, des cas de fuite, que ce soit fait par des installateurs ou par des personnes qui le font par eux-mêmes. Donc, il faut être très attentif à ça et bien respecter les caractéristiques donc, du fabricant et ne pas mélanger les types de PLT. Après exécution, alors, après que quand vous allez recevoir votre kit PLT, vous allez aussi recevoir une bande autovulcanisante jaune qu'il faut coller, dont on va vous dire qu'il faut faire le pourtour au niveau du raccord. Cette bande vulcanisante, cet enrobage vulcanisant, ne doit être mis qu'après le passage de l'organisme. Donc après qu'on ait pu vérifier l'étanchéité de chaque raccord. Et à ce moment-là, on rajoute cette bande d'enrobage autovulcanisante après le passage de l'organisme, ou une gaine thermorétractable. Ça va assurer une meilleure durabilité dans le temps de vos raccords. Mais ça ne peut pas à lui-même suffire à faire l'étanchéité. Donc, ça doit être placé après. Lors du passage de l'organisme, si cette bande d'enrobage est déjà placée, on vous demandera de la retirer. Et donc, ce serait un peu dommage de devoir la retirer et puis de devoir la remettre. Voilà. Et le fabricant du kit PLT, du kit du tuyau PLT, doit fournir la procédure de raccordement. Donc, normalement, vous recevrez le kit complet avec ça y compris. Voilà. Donc, moi, ici, d'un point de vue complet, il y avait, c'est pas très, très long, mais ça vous permet déjà de voir les points importants pour le PLT. Donc, pour le PLT, si vous l'encastrez, important à retenir, si vous l'encastrez, il doit être protégé par un profilet métallique, que ce soit encastré dans le mur ou sous chape. Il peut être enterré, donc il n'y a aucun problème à enterrer un tuyau PLT pour autant qu'il soit mis dans un fourreau. De même, quand il est à l'extérieur, quand il est à moins de 2 mètres, il faut une protection mécanique. Faire attention au type d'attache qu'on va vous donner. Normalement, BrainBox devrait vous fournir des attaches métalliques la plupart du temps et d'avoir des distances de 1,50 m entre chaque raccord, entre chaque support que vous allez mettre. Votre tuyau PLT, faire attention justement au raccord que vous allez utiliser, de bien respecter la notice de raccordement du tuyau qui vous sera fourni par BrainBox. Et si maintenant il vous manque du matériel ou autre, vous assurez que le matériel que vous allez rajouter en plus sera bien du même fabricant. Donc ça doit être vraiment le même fabricant PLT. Ça ne peut pas être l'autre fabricant. Quoi, ce n'est pas interchangeable. Ce n'est pas conforme de faire d'interchanger. Et en plus, vous avez la plupart du temps, ceux qui ont fait ces essais-là se sont retrouvés avec des installations qui étaient non étanches avec des fuites. Donc voilà. Ici maintenant, je ne sais pas si vous aviez des questions plus particulières par rapport à votre installation. Je ne sais pas si vous pouvez utiliser d'office du PLT. Voilà, je vous écoute. Je n'ai pas de questions particulières.
Non. Pour, pour Monsieur Pierrick, quelque chose de particulier ou qui pourrait, vous comptez aussi, tout le monde compte utiliser plutôt du PLT ou vous voulez partir sur d'autres types de canalisation gaz? Si vous voulez, vous pouvez tous ouvrir votre micro pour le moment pour répondre, il n'y a pas de souci. J'aurais une question concernant les croisements, là. Vous dites Oui, que c'est interdit, mais si jamais il y a un câble électrique, il doit quand même passer à travers. Comment on fait? alors ce qu'il y a, c'est que quand on dit qu'il faut une distance de 4 cm, c'est plutôt si vous avez un câble électrique qui doit être tout le long du câble, tout le long de votre canalisation. Si c'est un croisement, ce n'est pas un souci, mais si c'est tout le long, normalement, il faut une distance entre chaque. Ah oui, d'accord. D'abord. Donc, ça veut dire que si maintenant vous le croisez, il ne va pas y avoir de problème. Mais c'est plutôt le fait que ça peut poser les problèmes dans les gaines techniques. D'accord? Ouais. Et normalement, il vaut mieux, quand on est dans une gaine technique, essayer de s'assurer que votre grappe de câble électrique et votre canalisation, je dirais PLT, soient séparées de 4 cm. C'est ce qui est demandé dans la réglementation. Donc, voilà, c'est plutôt au niveau parallèle, pas au niveau perpendiculaire. Voilà. Parce que là, c'est plus compliqué. Pour avoir l'autorisation d'ouvrir le gaz, il faut être accompagné d'un chauffagiste? Non, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, c'est parfois mieux. Alors après, c'est parfois mieux. Je dirais, c'est surtout, c'est pas que d'être accompagné d'un chauffagiste, c'est d'être capable de pouvoir résoudre un problème. C'est-à-dire que si c'est un problème d'étanchéité et qu'il faut avoir les bons outils pour resserrer, ben si vous ou le chauffagiste, au moment de notre passage, vous avez le matériel pour, ben en cas de défaut, s'il y a un problème de fuite, si vous resserrez et que le problème est levé, ben, ça ne demande pas un repassage. Ouais, voilà. D'accord. Ça peut être l'intérêt d'avoir le chauffagiste ou la personne sur place. Maintenant, s'il y a une infraction parce que la section du câble, la section de la canalisation est trop faible, ou qu'il faut rajouter une vanne de sectionnement, ou que le placement de la chaudière n'est pas bon, là, même un chauffagiste ne sait pas réagir tout de suite. Ouais. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui, ça va. Voilà. Mais quand je dis chauffagiste, c'est plutôt la personne capable de le faire. Si maintenant c'est vous-même qui allez faire l'installation avec l'aide de Brainbox, vous allez faire vous-même toute l'installation, ben, si vous êtes sur place, vous êtes capable, si vous avez les outils, de pouvoir un peu travailler là-dessus, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Après, je ne sais pas pour les autres ou même pour vous, j'ai parlé des 2 points là, donc conduite PLT et évacuation des gaz, parce que c'est vrai que c'est souvent les questions qui nous sont posées quand on est sur place. Mais si vous avez d'autres questions par rapport à Oui, à l'alimentation peut-être gaz, il n'y a encore pas de souci. une autre question. Le tuyau PLT, on peut l'accrocher au plafond? Oui, bien sûr, oui. Oui, il peut être accroché au plafond. Ok. Il n'y a pas de souci pour ça. Dom, vous aviez une Moi, oui, question? Oui, j'aurais une petite question concernant les passages de gaz brûlé. oui, Alors, je parle d'une chaudière murale, gaz naturel, oui, une sortie en 80-125 oui. et un passage intérieur dans une maison. Et je me demandais ce qu'on pouvait faire et ne pas faire dans le cas d'une ossature bois. Est-ce qu'on peut passer dans les cloisons? Est-ce que ça doit être ventilé? Est-ce qu'on ne peut pas passer dans une cloison? Voilà. Alors, après, ce qu'il faut regarder, normalement, euh, avec l'ossature bois, donc c'est plus particulier. Actuellement, les sorties qui sont concentriques, donc c'est une sortie concentrique que vous allez utiliser, Oui, 80-125. 80-160. Oui. Normalement, le concentrique a l'avantage de ne pas chauffer la partie extérieure. Donc, Mhm. puisque si vous touchez les parois du concentrique, elles ne seront pas chaudes. Ça, c'est Mhm. l'avantage du coup par rapport à un éventuel une traverse de bois, donc de planches en Oui, bois ou autre, donc dans l'ossature bois. Donc ça, il n'y a pas un risque d'échauffement à cet endroit-là. D'accord. d'accord. Euh, maintenant, si maintenant il y aurait une percée, il n'y a rien qui est mis de manière précise dans la réglementation par rapport à ça. D'accord. Ah, d'accord. Pour autant que ce soit un concentrique. Maintenant, si vous sortiez juste la En partie 80, oui. interne donc, qui est la combustion, là, il y a un risque d'échauffement et donc voilà. Il n'y a rien de particulier qui est mis. Maintenant, vous comptez passer par un faux plafond ou comment est-ce que vous comptez le faire en fait Ou non, dans une concrètement? cloison. Dans une cloison pour aller vers la toiture.
D'accord, il serait mis sur la cloison extérieure, enfin, une cloison pour remonter. Et la cloison ce serait tout d'un seul tenant de haut en bas ou ce serait Une bonne partie, oui, les deux tiers en cloison, quoi, hein, en sachant que la cloison, bon, l'espace, c'est pas de, si c'est un 80-125, c'est pas 15 par 15, hein, c'est peut-être, je sais pas moi, 2 mètres sur 20 centimètres, quoi, par exemple, hein, donc c'est vraiment passer dans une cloison intérieure d'une maison, en Mhm. sachant qu'il y a des possibilités pour la fixer, bien sûr, Oui, sur la oui, là, hauteur. il faut vous assurer de la fixation. Euh, maintenant, il- Je me demandais ah, s'il fallait que ce soit ventilé. C'est un peu ça, c'est un peu ça ma question, quoi. l'obligation, non. Maintenant, si constructivement c'est possible sans perdre trop en chaleur ou autre, c'est quand même toujours un mieux, puisque si maintenant il y a une percée ou que vous avez un moment un problème d'étanchéité ou autre, ben, au moins vous pouvez avoir l'évacuation de la chaleur ou des gaz qui pourraient, enfin, de la cheminée, enfin, y arriver. Donc, vous pourriez avoir l'évacuation qui pourrait du coup être, ça peut être ventilé. Donc je vous dirais peut-être pas ventilé haut et bas, mais peut-être d'avoir une ouverture vers le haut qui permettrait Ouais, l'évacuation de la chaleur. Moi, je vous le conseillerais. ouais. C'est parce que c'est parfois très complexe. Et je remarque, par exemple, en épluchant un peu la législation, c'est que il faut que tous les raccords des tubes 80-125 soient accessibles. Donc, si c'est dans une cloison, bon, c'est accessible, mais allez, faut C'est démonter. pas, normalement, c'est pas ce qui est le préconisé. Et donc, voilà. Il faut voir aussi le nombre de raccords que vous auriez. Normalement, vous devez avoir accès à vos raccords. Eh Alors ouais. après, ça a déjà été accepté, hein, donc, parce qu'il n'y a pas toujours d'autres solutions. Ça peut être aussi de pouvoir un peu visualiser l'endroit où se trouveraient vos raccords, même dans la Mhm. cloison, ou alors d'avoir un plan de votre cloison où vous savez où sont les raccords pour qu'au cas où vous sachiez y avoir accès. Ouais, Mais d'accord. en termes de la norme NBN-S, la norme dont je vous ai parlé là au-dessus, ils n'empêchent pas de le faire. D'accord. Il faut que ce soit accessible, quoi. Il faut qu'on y ait accès, quoi. Ici, ce Accès, ou en sera, à tout mon cas, avis. voilà, après, je vous dis, après, normalement, il existe des tubes qui sont quand même plus longs, hein, donc pour dans des cas d'utilisation comme ça, pour limiter justement le nombre de raccords. Oui, Donc je ici, ne ce connais. sont des tubes de 2 mètres, hein. Il y aura Oui, 2 tubes de 2 mètres, quoi. Voilà. oui, donc vous aurez un raccord, quoi. Enfin, un Voilà, ou oui. deux raccords, c'est ça. Et Oui, donc à cet endroit-là, peut-être avoir un plan pour pouvoir dire dans votre cloison où se trouverait ce raccord. oui, En oui, cas d'accord, de d'accord. devoir le rechercher, vous puissiez le retrouver plus facilement, quoi. Ça va, c'est clair. OK, Ça c'est va? très clair. Oui, oui, OK, très bien. parfait. Euh, Est-ce que d'autres personnes ont encore d'autres questions par rapport à des spécificités de leur installation? Monsieur Honoré? Ben, oui, le tuyau d'évacuation des gaz brûlés, il peut Oui. être horizontal, sur quelle longueur? Ou bien c'est uniquement vertical? Alors, il peut être horizontal. Après, ça demande une étude plus avec le chauffagiste et que peut faire le chauffagiste de Brainbox. Il faut voir aussi d'un point de vue tirage. D'accord? Donc là, on Ah, n'est plus vraiment dans l'aspect légal, mais plutôt dans l'aspect si vous êtes. Il peut être horizontal, hein. Donc, il y a des sorties horizontales, ça se voit et j'ai déjà contrôlé et inspecté des installations, il y avait des sorties horizontales. Maintenant, il faut faire l'étude, si vous avez beaucoup d'horizontales, de voir si vous avez encore le tirage. Maintenant, vous avez les chaudières qui sont de type C qui sont en sortie murale. Donc, je ne sais pas si vous voyez au niveau du plan, donc ils sortent en façade. Ben, quand vous sortez en façade, la plupart du temps, vous avez des parties qui sont justement à l'horizontale. Donc, pour moi, ça ne pose pas de souci. Là où il faut se poser des questions, c'est quand on commence à rajouter beaucoup de coups d'une certaine longueur. Là, ça peut être intéressant quand même d'avoir une étude qui est faite, puisque c'est possible qu'on vous demande du coup d'avoir des tuyaux qui seront alors d'une section plus importante pour assurer un tirage suffisant, quoi, et un bon d'accord. fonctionnement de votre chaudière. Ouais, moi, j'ai le choix de sortie sur la façade ou bien alors via la cheminée. Mais à ce moment-là, il faut retirer un tuyau dans le boiseau. Ouais. Oui. Alors, après, il faut voir dans votre façade, il faut voir au niveau. Vous préféreriez pas en façade, si je comprends bien, par rapport à ce que vous me dites. Bah, je ne sais pas. Ouais, Parce que après, pas c'est à voir, nécessairement. les deux sont possibles. Votre cheminée
a servi avant pour une chaudière mazout ou Non, non, non. non. Euh, donc, il y a la possibilité, normalement, Il faut faire un tubage, je pense. oui, Ouais. oui, à ce moment-là, il faut faire un tubage. Maintenant, il y a moyen de prendre l'air dans la cheminée et de tuber uniquement pour la partie évacuation jusque tout en haut. Ah ouais. Donc, ça, c'est une possibilité. Après, sinon, vous pouvez sortir évidemment en façade. Dans les deux cas, ce qu'il faut voir, c'est plutôt le coût. La différence de coût, puisque la sortie en façade, ben, vous serez d'office en concentrique. Par contre, la sortie en cheminée, vous pouvez arriver en concentrique dans la cheminée, vous prenez l'air dans la cheminée, mais par contre, le tuyau qui est tiré n'est que le tuyau d'évacuation, quoi, quand on dit le tubage. C'est pas obligé d'être tubé en concentrique tout le long. Donc là, après, ça dépend ça, c'est plus un aspect économique. Après, il faut voir aussi dans votre sortie façade, par rapport au slide qu'on voit devant, est-ce qu'au niveau de votre sortie façade, qu'est-ce qu'on a comme ouverture tout près? Et par rapport aux limites de mitoyenneté et autres. Ouais, donc c'est 1 mètre par rapport au mur mitoyen, comme je vois, c'est ça? Ben, je ne sais pas, vous sortez comment? Vous sorteriez comme la sortie 19 ici, où vous voyez mon... Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et votre mitoyen, le mitoyen se trouverait ici, c'est ça? Ouais, ouais. Alors vous devez être à 1 mètre, oui, minimum. Et la hauteur, c'est. Alors la hauteur par rapport au sol, c'est Ouais, ça? Alors en soi, ce qu'il y a, c'est que vous devez être à minimum 50 centimètres. ouais. Ouais. Maintenant, vous devez être aussi, si vous êtes en dessous d'une hauteur de... Attendez, là, c'est le 14, je crois, de mémoire. Non. Attendez. Donc, vous êtes à moins de 50 centimètres, ça c'est sûr. Voilà. Et si vous êtes en dessous de 2,20 m, vous devez avoir un système de protection autour du dispositif de sortie. Afin d'éviter toute brûlure, c'est une sorte de, de cage métallique qui empêche plus ou moins de toucher. En tout cas, donc en gros, si vous êtes fort proche du sol, vous devez être à au moins 50 centimètres. Et si vous êtes à moins de 2,20 m, vous devez avoir une protection supplémentaire autour de votre sortie. Voilà. Ah ouais, donc c'est quand même assez souple, comme je vois. Ouais. Pardon? J'ai C'est pas quand même entendu ce que vous assez dites. souple. Alors, Ouais. après, ce qu'il y a, c'est que là, je vous dis, après, si vous sortez en façade côté rue, c'est important Ouais. de faire quand même une demande au niveau communal parce qu'il y a certaines réglementations communales où certaines communes ou certaines villes ne veulent plus qu'on ressorte en façade côté rue, mais c'est pas d'un point de vue sécurité ou de la norme, c'est plus d'un point de vue urbanistique. Voilà. Ah ouais, ouais. Ok. Maintenant, après, dans la partie sortie, non, c'est placé, du moment que vous avez mettez la protection. Maintenant, évidemment, en plus, votre sortie est basse. Je vous dirais de quand même prévoir, en plus de la sécurité de la sortie, certaines protections. Si maintenant vous devez sortir bas à l'endroit où vous allez faire sortir vous allez parquer votre voiture, bah, de peut-être prévoir des protections mécaniques supplémentaires autour pour éviter que votre voiture, à un moment donné, vienne percuter votre sortie, quoi. Mais ça, Ouais, à ce niveau-là, il n'y a pas de danger. Donc ça, oui, mais ça va. voilà, mais je ne sais pas où vous Ouais, sortez. ouais, Donc, ouais, 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 bien sûr. je vous en parle de manière générale. Mais non, il n'y a pas de. C'est pas trop restrictif à ce niveau-là. D'accord, merci. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas maintenant si quelqu'un d'autre a par rapport à sa sortie, par rapport à ses. Vous allez tous utiliser plutôt des tuyaux en PLT? C'est ce qui est prévu pour tout le monde? Moi, oui. Ouais. Oui, d'accord. Non, moi, ce sera du cuivre. Du cuivre pour vous? Et vous Oui, n'avez oui, pas de oui. questions particulières par rapport au cuivre? Non, on prendra du cuivre enrobé de 22, comme ça, sur 6-7 mètres, et il n'y aura pas de problème. Vous n'avez que 6-7 mètres entre votre compteur et votre chaudière? Oui, 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 oui. Oui, donc, Oui, et une chaudière de puissance normale, 24 kilowatts, quelque chose comme ça? oui, c'est ça, c'est une. Oui, oui, oui. Oui, donc du 22 devrait être suffisant. Et vous allez sertir alors, je suppose? Oui, exactement. D'accord. Sertir par vous-même? Avec Oui, oui, sertisseuse? oui, oui, j'ai l'occasion d'avoir une sertisseuse et en utilisant les raccords Viega profil presse-gaz, il n'y aura pas de problème. Oui, ben de bien aller au bout de l'utilisation de la sertisseuse. Et par rapport aux prescriptions qui étaient données, tout sera apparent? Vous allez encastrer ou Non, ce sera encastré, il y aura une partie encastrée. encastré? Ben donc là, par rapport à l'encastré, c'est comme pour le PLT, vous devrez avoir un profilet métallique. Oui, oui, d'accord. Donc, Oui, si oui, vous et même dans le mur. Donc, c'est l'idée d'encastrer sous chape ou dans le mur.
vous devez avoir un profilé métallique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire par Oui, profilé métallique. oui. Tout à l'heure, vous avez cité un chiffre, je pense qu'il doit y avoir une petite confusion, parce que vous avez cité 2 cm pour l'épaisseur 2 millimètres. protections, c'est 2 millimètres. Ah oui, d'accord. Oui, Okay. oui, c'est une erreur. Non, c'est 0,2 cm. Oui, oui, ok. Donc, c'est 2 millimètres. Et après, le mieux à faire, vous n'êtes pas obligé de laisser ça ouvert pour qu'on passe, avant que l'organisme ne passe. Mais alors, le mieux, si vous avez recouvert avant qu'on ne passe, c'est de faire des photos. Oui, oui, ok. Ça va? Okay. Oui, ça va. Voilà. Moi, je me posais une petite question, mais ça n'a rien à voir avec la précédente. Une chaudière mazout avec un gainage préfabriqué maçonnerie en 14 par 16, est-ce que je peux, qui a été utilisé au mazout, est-ce que je peux mettre un flexible de diamètre 80 synthétique et quelles précautions dois-je prendre avant de glisser mon 80 synthétique dans ce boisseau? Donc, vous voulez passer utilisé par du mazout, quoi. Hein, donc vous voulez passer de mazout à gaz, c'est ça? Voilà, exactement, oui. Ben, normalement, si vous passez de mazout à gaz, si la chaudière a été utilisée au mazout, il faut ramoner et nettoyer la cheminée si vous voulez l'utiliser en prenant l'air dans la cheminée. Parce que le risque, c'est que vous allez… Non, ici, ce ne sera pas le cas. Ce sera un air pris à l'extérieur, à l'extérieur de la chaufferie, mais qui n'a rien à voir avec la cheminée. Donc, il y aurait un tuyau qui irait chercher l'air à un autre endroit de la chaufferie. Oui, ce sera ambiant. Et vous auriez l'évacuation qui serait étanche à la cheminée, mais qui passerait par la cheminée, qui ressortirait, vous retuberiez jusque tout en haut. Exactement. Alors il n'y a pas de problème. Parce que le risque qu'on a quand on est en… Pour Willy, j'ai bien vu, vous serez le prochain. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Le danger quand on fait ça, c'est que normalement, vous pouvez avoir des retombées dues au mazout qui peuvent retomber dans la chaudière quand vous utilisez du concentrique en prenant l'air dans la chaudière. Et donc, ça peut provoquer une dégradation plus rapide de la chaudière. Mais dans votre cas, vous êtes étanche aux résidus qu'il y aurait dans votre chaudière, puisque vous tubez complètement l'intérieur et vous prenez l'air d'un autre côté. Mais il n'y aura pas de problème avec le synthétique et les cloisons des boisseaux? Normalement, non. Maintenant, le mieux est toujours de d'abord faire un bon ramonage de votre cheminée. Ok, ça va. Un bon nettoyage quand même toujours pour retirer un maximum de problèmes, mais normalement, ça ne posera pas de soucis. Ça va très bien, impeccable. Je désactive, merci. Parfait. Willy, j'ai vu que vous aviez levé la main. Si vous pouvez répondre, je vous écoute pour poser votre question. Vous pouvez activer votre micro. Voilà, je vous écoute. Vous aviez une question? Vous m'entendez? Alors, je vous entends de loin. Attendez. Je voulais savoir, donc, ma sortie venant du sous-sol, vous m'entendez? Oui, je vous entends de loin, mais je vous entends. Je vois qu'il faut minimum 50 cm d'hauteur. Comme je sors du sous-sol, j'arrive à 30 cm. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une alternative euh, pour que ce soit acceptable, quoi? Vous, en sortant, vous seriez à 20 cm du sol, c'est ça que vous me dites? 30 cm. Vous seriez à 30 cm du sol? C'est interdit sûrement. Ben, normalement, là, trouver une alternative, c'est sortir plus haut ou à un autre endroit, mais il n'y a pas de… D'accord, c'est parce que je sors du sous-sol, Oui. je suis au plafond et je ne sais pas remonter. On ne peut pas mettre un coude extérieur pour remonter d'1 mètre, par exemple. Si, c'est une possibilité. Ah, d'accord. C'est une possibilité. Alors après, il faut faire attention si vous avez une fenêtre au-dessus ou une ouverture à côté, que vous ne soyez pas trop proche. Je n'ai pas d'autre problème de fenêtre. J'ai 4-5 mètres de distance partout. D'accord. Ben oui, alors l'idée, c'est que vous ressortez et au lieu de mettre tout de suite l'évacuation, vous refaites un coude pour remonter.
C'est opinion, donc c'est un point de vue esthétique, il n'y a pas de problème. Donc je pourrais faire ça, c'est bien. Merci. Oui, et après, ce serait à voir si maintenant vous n'avez pas de. Qu'est-ce que j'allais dire? Si maintenant, donc vous auriez un coude à 90 qui remonterait, donc vous seriez en parallèle à votre façade. Oui. Si vous n'avez pas de. Il n'y a pas de Si vous, fenêtre à proximité. Non. voilà, si vous êtes bien à 50 cm de la façade aussi, vous pouvez ne faire que remonter un petit peu ou vous remettre en perpendiculaire. Ça, c'est vous qui voyez, mais ça peut être un moyen de remonter. Oui, tout à fait. Impeccable, merci bien. Merci, monsieur. Merci. D'accord, parfait. Ouais, s'il vous plaît. Le matériel NF français est-il accepté en Belgique? On peut avoir du NF. Ce qu'on va regarder essentiellement, c'est de regarder si votre matériel est résistant aux hautes températures. Donc, s'il est racheté. Alors, évidemment, quand on a du matériel qui a été agréé Serga ou ARGB, donc en Belgique, on sait que quand on a ce tampon-là, par exemple, vous me parlez pour les vannes, je suppose. Bah, non, en général, comme ça. Pour les tuyaux, par exemple. Enfin, n'importe. Après, il faut voir pour le tuyau. Normalement, le tuyau PLT, normalement, ils sont tous. Si maintenant on voit que c'est norme française, on va juste un peu gratter pour essayer de voir s'il y a bien la résistance au feu. Ouais, okay. Donc, en soi, ça peut être utilisé. J'en ai déjà eu et qui étaient résistantes au feu. Maintenant, j'ai déjà eu aussi des cas où on mettait des vannes qui étaient de normes extérieures à la Belgique et qui n'étaient pas résistants au feu. Et là, on a dû les refuser. Ouais, mais bon, il faut savoir aussi qui dit que c'est résistant au feu. Il y a un organisme qui le certifie. Ils doivent le noter dans la notice. Donc, dans leur document, leur datasheet, ça doit être mis. Si le fabricant ne spécifie pas que c'est résistant au feu, on n'a aucune preuve que ça l'est, donc ce ne sera pas bon. Oui, voilà. Mais maintenant, si le fabricant il dit que c'est résistant au feu, mais qu'il n'y a pas d'organisme qui l'ont vérifié. Bon. Normalement, ils doivent l'avoir testé. Maintenant, d'accord. Ouais. Normalement, ça doit avoir été testé. Il n'y a pas de norme européenne à ce niveau-là. Si, ben, quand je vous dis ça, c'est que normalement, la norme française va aussi vous demander. Hein, donc, c'est quelque chose où on doit. Ça existe des vannes qui sont vendues et qui n'ont pas cette résistance au feu. Donc, en Belgique, ce sont quelles normes, vous m'avez dit? On est sous le ARGB ou Serga. ARGB et Serga. Mais normalement, de toute façon, tous les PLT vendus en Belgique, donc vendus en Belgique avec fabricants belges ou qui viendraient de Brandbox, ainsi que ils ont la les norme. vannes. Pardon? Ouais. Ils sont agréés, c'est ça. Ouais. Oui, ils sont agréés. Et les vannes neuves que vous achetez chez un fournisseur belge ont normalement un tampon. On sait qu'ils le sont. Après, par exemple, les normes allemandes, on sait que les normes DWG ou DW, enfin les normes gaz allemandes, on sait que c'est aussi résistant au feu parce qu'on a fait des recherches et cette norme le demande aussi. D'accord. Ouais. Donc, normalement, la plupart des normes autour l'auront, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention si vous voulez aller acheter en France, c'est de regarder quand même que ça a cette résistance au feu et peut-être attesté via une norme ou autre, parce que ça arrive parfois qu'on ait du matériel qui soit vendu moins cher, mais qui n'ont aucune spécificité d'une norme particulière. Si c'est pour acheter quelque chose, ce sera du bon, hein, NF ou au moins NF. Voilà. Je pense que c'est assez sérieux. Ouais. Ok. Bellor, ça a quelque chose à voir avec Benor ou bien Non, c'est totalement différent. Okay. Parce que Benor est plus dans la partie incendie ou extincteur, et nous, on est dans le domaine de. Enfin, c'est plus générique, mais donc c'est différent. Ça ressemble au niveau du nom, mais on est tout à fait différent. Voilà. Ok, ça va. Merci. Et alors, oui. Encore une question? Oui, moi, vous voulez bien m'orthographier la société pour laquelle vous travaillez. C'est Bellor, c'est ça que vous m'avez dit? Ici au-dessus. Vous regardez le slide? Oui, mais je ne vois pas. J'ai votre nom qui s'affiche, mais... Bellor, B-E-L-O-R. Ah ben, j'avais bien orthographié. Tout va bien. Merci. Donc, ah oui, alors ça, c'est juste pour information. Je ne sais pas où vous en êtes dans vos travaux.
mais vous pouvez faire une demande auprès de BrainBox pour faire ce qu'on appelle un système de prévisite. Je ne sais pas si BrainBox vous en avez déjà parlé. Le système de prévisite, c'est pris en charge par BrainBox et alors Bellor passe pour vous donner, pour répondre à certaines de vos questions, pour voir l'état de l'installation et pour pouvoir vous éviter une deuxième visite, enfin d'avoir un risque d'avoir 2 visites payantes parce qu'il y aurait une infraction. Donc voilà. Donc il y a un système de prévisite qui existe. Ça peut être intéressant avant de reboucher les canalisations de gaz. Ça peut être valable aussi d'électricité parce que ça peut permettre de ne pas avoir de risque de devoir réouvrir par après. Certains aussi l'utilisent, toute l'installation est finie, ils ont demandé la prévisite et s'il y a une infraction, ben, elle tombe sous le coup de la prévisite et donc comme ça, vous ne payez pas une deuxième visite. Voilà. Donc, pour votre information, ça existe pour le gaz et pour l'électricité. Mais il faut faire la demande à BrainBox. Voilà. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions particulières par rapport au gaz et votre installation. Pour moi, c'est OK. Ok, ben écoutez, si pour Pierrick, Monsieur Honoré, Ouais, pour moi, c'est OK. C'est bien d'accord. gentil. Voilà. Ben, Voilà. si pour Willy et Pierrick, tout est OK aussi, on va pouvoir arrêter la présentation. Et C'est donc, bon. n'hésitez pas, je vais vous donner ici juste le dernier slide. Comme ça, vous pourrez peut-être noter. Hop là, y arriver. Voilà. Vous avez mon adresse email et mon numéro de téléphone ici. Donc, je ne sais pas si vous pouvez toujours les noter. Parce que si vous avez des questions qui vous viennent par après, vous dites zut, j'aurais dû le demander, je ne l'ai pas demandé maintenant. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail, c'est toujours mieux par mail les questions techniques, et je vous répondrai sans problème. Donc voilà, je vous laisse ça pour si vous avez besoin. Ça peut être aussi, vous me parliez de gaz naturel, mais on répond aussi, on est aussi agréé pour le butane propane. Donc, Ok, ben, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. merci à vous aussi. Merci pour votre écoute. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, oui. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.